Marcher dans la vie sans calme, c'est comme tenir un verre brisé dans les mains. Chaque mouvement brusque te coupe un peu plus. C'est ainsi que vit la majorité. Ils réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par le bruit, puis se demandent pourquoi tout leur fait mal. La vérité est simple, celui qui n'apprend pas à maîtriser son intérieur finit par être victime de tout ce qui se passe à l'extérieur. Le calme n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Il te soutient quand tout s'effondre. Il te donne de la clarté lorsque le stress embrouille l'esprit. Il te donne du pouvoir lorsque les autres perdent le contrôle. Et même si beaucoup pensent qu'il s'agit de douceur ou de passivité, en réalité, c'est l'une des formes les plus frappantes de force. Parce qu'il faut du caractère pour ne pas exploser, pour ne pas tomber dans les provocations, pour ne pas se laisser manipuler par le chaos des autres. Il faut de la discipline pour rester ferme lorsque les autres tremblent. Cette vidéo est un guide pour cela, pour que tu cesses d'être manipulé par tes impulsions et que tu commences à prendre des décisions à partir d'un lieu plus élevé, plus conscient, plus puissant. Ici, nous n'allons pas idéaliser le calme. Nous allons le comprendre pour ce qu'il est vraiment. Une arme interne qui s'entraîne tous les jours. Un outil pour mieux penser, mieux agir et vivre sans perdre d'énergie dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu appliques ces leçons, ton esprit cessera de courir comme un animal effrayé et commencera à bouger comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. C'est ce qui rend une personne vraiment dangereuse, la capacité de rester en contrôle lorsque le monde essaie de la pousser. Reste, parce que ce qui vient peut changer la façon dont tu réponds au monde et la façon dont le monde répond à toi. 1. Concentre-toi seulement sur ce que tu peux contrôler. Se déplacer dans la vie en essayant de tout contrôler est comme essayer de retenir une tempête avec les mains ouvertes. Plus tu te désespères, plus elle t'échappe entre les doigts. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, frustrés et avec le sentiment que rien n'avance, parce qu'ils investissent leur énergie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Et voici la partie dure. Tu ne manques pas de force, tu manques de direction. Le problème n'est pas l'effort, c'est le gaspillage. Tu utilises ton esprit pour porter des poids qui ne t'appartiennent pas, essayant d'anticiper des opinions, des comportements, des résultats et des émotions qui ne te correspondent pas et que tu ne peux pas modeler. En revanche, la seule chose que tu peux vraiment gérer, ton attitude, tes décisions et ta réponse, est reléguée au second plan parce que l'inquiétude consomme tout. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles, mais la science moderne le confirme. L'esprit humain s'effondre lorsqu'il tente de traiter des variables hors de sa portée. Le cerveau entre en mode alerte, le cortisol monte, le corps se tend et la clarté disparaît. C'est comme essayer de voir à travers la fumée. Plus tu te forces, moins tu vois. C'est pourquoi il est si dangereux de vivre en essayant de contrôler l'extérieur. Cela te fatigue, te distrait et te prive de présence. Et si tu y réfléchis bien, presque toutes tes frustrations viennent de là, d'essayer de contrôler le climat émotionnel d'une autre personne, de vouloir que quelqu'un agisse comme tu l'attends, de t'obséder avec un résultat qui n'arrive pas encore, de lutter contre des scénarios qui ne sont que dans ta tête. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui dépend de toi, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'énergie qui était auparavant dispersée se concentre sur quelque chose, les bonnes, celles qui influencent réellement ta vie. Tu commences à remarquer que tes efforts portent plus, que tes décisions deviennent plus claires et que tes émotions cessent de rebondir contre ce qui se passe à l'extérieur. Et alors quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Ta présence se renforce. Parce qu'une personne qui ne s'épuise pas à essayer de contrôler l'incontrôlable transmet de la sécurité. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de manipuler ni de forcer des situations. Elle agit simplement à partir du contrôle interne que les autres n'ont pas. Mais voici la partie qui fait mal à accepter. Te concentrer seulement sur ce que tu peux contrôler implique de renoncer à l'illusion du contrôle total. Et beaucoup ont du mal à lâcher cette fantaisie.
Ils veulent avoir des certitudes avant de bouger un doigt. Ils veulent des garanties avant de prendre une décision. Ils veulent que tout soit stable, prévisible et confortable. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Les gens ne vont pas changer juste parce que tu le veux. Les résultats n'arriveront pas à ton rythme, ni à ta mesure, ni à ton goût. La réalité est implacable et c'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Ce qui est à toi, c'est ton caractère, ta discipline, tes mots, tes décisions, ta façon de faire face aux problèmes. Ce qui est à toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. Et quand tu acceptes cela, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens quelqu'un de dangereux parce que les choses extérieures ne te brisent plus, les émotions des autres ne te manipulent plus, l'incertitude ne te déséquilibre plus. Tu comprends que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de ta place en son sein. Si tu veux construire une sérénité solide, c'est la première étape. Tu ne peux pas être en paix si ton esprit est occupé à combattre des batailles externes. Fais une pause avant de réagir. Réagir sans réfléchir, c'est comme allumer une étincelle dans une pièce pleine d'essence. Peut-être que ça n'explosera pas, mais si ça explose, ça te détruit en premier. Chaque personne qui vit esclave de ses impulsions porte de petites explosions internes qui finissent par brûler des relations, des opportunités et même leur propre image. La plupart ne comprennent pas cela. La réaction immédiate n'est pas du courage, c'est un manque de contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sa réaction cède son pouvoir à l'environnement, aux paroles des autres, au bruit du moment, à l'émotion de l'instant. La pause est la différence entre ruiner quelque chose et le sauver, entre agir avec sagesse et regretter plus tard. Il ne s'agit pas d'être lent, il s'agit d'être conscient. Quand tu te donnes 2 secondes avant de répondre, tu brises la chaîne automatique que l'ego et la peur activent. La science le prouve. Quand tu réagis sans pause, l'amygdale prend le contrôle et ton cerveau passe en mode survie, pas en mode raisonnement. Ta clarté se réduit, tes mots s'accélèrent, tes décisions perdent en précision. Faire une pause change cela. Faire une pause donne à ton esprit rationnel le temps de reprendre le contrôle, de réorganiser l'information et de choisir une réponse qui ne te détruira pas toi-même. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et ceux qui n'ont pas de stratégie finissent toujours par regretter. Pense à combien de fois tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire, fait quelque chose que tu ne voulais pas faire ou pris des décisions sous l'effet de la colère, de l'orgueil, de la rage ou de l'insécurité. Tout cela parce que tu ne t'es pas arrêté, parce que tu as cru que répondre immédiatement démontrait ta force, alors que la vraie force réside dans le fait de pouvoir t'arrêter même quand tout en toi te pousse à exploser. Faire une pause avant de réagir te donne aussi un avantage émotionnel. Cela te permet de voir l'intention réelle derrière les paroles de quelqu'un d'autre. Cela te permet de détecter les provocations. Cela te permet de reconnaître quelle émotion parle en premier. Parfois, tu n'es pas en colère contre la personne en face de toi. Tu es en colère contre toi-même, contre ta journée, contre ton stress accumulé, contre quelque chose qui s'est brisé en toi. Et sans pause, tu finis par décharger ce poids sur les autres, créant des conflits qui ne sont pas réels, juste des reflets de ton intérieur perturbé. La pause te révèle des choses que tu ne verrais pas autrement. Elle révèle que beaucoup de discussions ne valent pas la peine. Elle révèle que beaucoup de messages n'ont pas besoin de réponse. Elle révèle que beaucoup de provocations sont des pièges pour te faire perdre ton équilibre. Elle révèle que la plupart du bruit extérieur ne mérite pas ton énergie. Quand faire une pause devient une habitude, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un de solide, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter émotionnellement par ce qu'il ressent dans les premières secondes. Et oui, faire une pause est inconfortable, parce que cela t'oblige à regarder en toi.
Cela t'oblige à reconnaître l'impulsion avant de la lâcher. Cela t'oblige à accepter que tu n'as pas toujours besoin de réagir. Cela t'oblige à choisir. Et choisir, c'est prendre ses responsabilités. Mais cette responsabilité est justement ce qui te rend plus mature, plus fort et plus conscient de ton propre pouvoir. Les meilleures décisions de ta vie naîtront de pauses. Des pauses avant de discuter, des pauses avant de répondre à des messages, des pauses avant de prendre des décisions importantes, des pauses avant de tomber dans les provocations. La pause n'élimine pas ta force, elle l'affine. La pause n'éteint pas ta voix, elle la place au bon moment. La pause ne te rend pas froid, elle te rend stratégique. Si tu veux maîtriser le calme, cette étape est obligatoire. Parce que le calme ne se construit pas seulement avec des pensées tranquilles, mais avec des décisions lentes et précises au milieu du chaos. 3. Observez votre esprit avec clarté. Se regarder dans le miroir avec un visage propre est facile, mais essayez de le faire avec des verres embués par la vapeur. Vous ne verrez que des formes floues. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas observé avec clarté. Lorsque vous ne le nettoyez pas du bruit, des émotions non traitées, des idées imposées par d'autres, des habitudes automatiques qui occupent de l'espace depuis des années. Beaucoup de personnes vivent avec un esprit embué et ne s'en rendent même pas compte. Ils confondent le bruit avec la pensée, l'anxiété avec l'intuition, la peur avec la logique. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leurs décisions ne les mènent pas là où ils veulent aller. Observer votre esprit ne consiste pas seulement à vous asseoir et à penser, c'est regarder en face ce qui se passe en vous sans le justifier ni le maquiller. C'est vous demander honnêtement, cette pensée est-elle la mienne ou l'ai-je héritée de quelqu'un? Cette émotion vient-elle du présent ou est-elle une réaction traînée du passé? Ce jugement que je fais a-t-il une base réelle? Ou n'est-ce qu'une interprétation basée sur des insécurités? Il ne s'agit pas de vous obséder avec chaque pensée, il s'agit de ne pas les laisser devenir votre maître sans que vous vous en rendiez compte. Le stoïcisme parle de l'importance de l'autogouvernement, et cela commence par l'observation. Marc Aurèle disait qu'un esprit calme voit la réalité telle qu'elle est, pas comme il craint qu'elle soit. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous activez l'état d'observation consciente, le cerveau diminue la réaction émotionnelle et augmente la fonction exécutive, ce qui signifie que vous pouvez penser plus clairement, prendre de meilleures décisions et réduire le stress inutile. Mais pour y parvenir, vous devez ralentir la vitesse à laquelle vous consommez les pensées. L'esprit n'est pas le problème est de ne pas savoir comment il fonctionne. Imaginez quelqu'un qui reçoit des centaines de messages par jour sans les ouvrir, les empilant simplement. C'est ce que vous faites lorsque vous n'observez pas votre esprit. Vous accumulez des émotions, des pensées, des jugements, des désirs, des frustrations et des attentes sans les examiner, et ensuite tout s'effondre d'un coup. C'est pourquoi vous êtes irritable sans savoir pourquoi. C'est pourquoi vous avez du mal à dormir même si vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous cherchez constamment des distractions, parce que le bruit en vous est devenu insupportable. La clarté mentale n'arrive pas par accident. Elle se cultive, elle s'entraîne. Et cela commence par arrêter d'agir en automatique. Observez comment vous pensez lorsque vous êtes seul. Observez comment vous vous parlez après avoir commis une erreur. Observez quelles pensées apparaissent lorsque quelqu'un vous ignore, vous critique ou vous déçoit. C'est là la matière première de votre esprit. Pas l'image que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas le masque que vous portez pour plaire. Ce que vous pensez dans ces moments définit votre perception et, par conséquent, votre réalité. Observer l'esprit signifie aussi prendre conscience des boucles. Il y a des pensées qui reviennent encore et encore, sous différentes formes, mais avec le même fond. Peur, insécurité, besoin de validation. Tant que vous ne les voyez pas clairement, ils continueront à prendre des décisions pour vous. Vous continuerez à attirer des relations vides. Vous continuerez à saboter ce que vous construisez. Vous continuerez à répéter de vieilles histoires avec de nouveaux personnages.
Le pouvoir d'un esprit observé est qu'il cesse d'être un champ de bataille et devient une salle de stratégie. Vous ne vous battez plus avec ce que vous ressentez, vous le comprenez. Vous ne niez plus ce que vous pensez, vous l'examinez. Vous ne fuyez plus vos ombres, vous les reconnaissez. Et lorsque vous faites cela, vous retrouvez le contrôle. Vous prenez des décisions plus claires. Vous agissez avec plus d'intention. Vous vivez avec plus d'ordre interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas voir ce que vous n'êtes pas prêt à observer calmement. 4. Réponds avec calme. Être au milieu du chaos, c'est comme être dans une pièce en flammes. Tu peux crier, courir et tout pousser sur ton passage, mais tu ne fais qu'attiser le feu. Ou tu peux respirer, analyser la sortie et agir avec précision. C'est cela, répondre avec calme. Il ne s'agit pas de feindre la tranquillité, mais de la maîtriser. Parce que le monde est plein de personnes qui réagissent, mais peu qui répondent. Et cette différence change ta vie. Répondre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est regarder la situation, reconnaître tes émotions et décider avec froideur ce que tu vas faire, pas ce que tes impulsions te commandent. La plupart des gens restent coincés en mode automatique. On leur dit quelque chose et ils explosent. On leur fait quelque chose et ils ripostent. Ils se sentent ignorés et se désespèrent. Ils ne comprennent pas que ce schéma est exactement celui qui les maintient dans des cycles de frustration, de drame, de fatigue. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant d'agir. Répondre avec calme signifie s'élever au-dessus du stimulus. Quelqu'un te provoque et tu ne réagis pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne cèdes plus le contrôle de ta paix à n'importe qui. Quelqu'un t'ignore et tu ne te détruis pas de l'intérieur, parce que tu as déjà appris que tout ne mérite pas ton attention. Quelqu'un te déçoit et tu ne t'effondres pas, parce que ton monde ne tourne pas autour du comportement des autres. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir silencieux. Le pouvoir qui n'a pas besoin de crier, ni de prouver quoi que ce soit, parce qu'il se soutient de l'intérieur. La science le confirme. Un cerveau en état de calme traite mieux l'information, prend des décisions plus rationnelles, maintient la connexion avec la pensée stratégique. En revanche, le cerveau en réaction cherche seulement à survivre. Il veut avoir raison, il veut protéger l'ego, il veut évacuer l'émotion sans penser aux conséquences. C'est ainsi que l'on perd des opportunités, que l'on endommage des relations et que l'on prend des décisions qui pèsent ensuite comme des chaînes. Le calme n'est pas attendre que tout aille bien. C'est agir correctement même quand rien ne va. C'est choisir la réponse qui te représente le plus, pas celle qui satisfait ton orgueil momentané. C'est comprendre que chaque situation à laquelle tu fais face est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Et oui, parfois tu vas échouer, tu vas exploser, tu vas regretter d'avoir parlé sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisiras de répondre avec calme, tu renforceras cette partie de toi qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Cette partie qui observe avant d'agir. Cette partie qui construit et ne détruit pas. Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie choisir quand parler, comment parler et surtout pourquoi. Parfois ta réponse sera ferme et directe. Parfois ce sera le silence, parfois ce sera de te retirer sans explication. Mais ce ne sera pas une réaction vide, ce sera une décision consciente, et cela fait toute la différence. Maîtriser ce point transforme la façon dont les gens te voient. Les gens commencent à le remarquer, ils perçoivent qu'ils ne peuvent pas te manipuler facilement, que tu ne te brises pas avec n'importe quel mot, que tu ne réponds pas à partir de la blessure. Ta présence change. Ton énergie devient plus propre, plus forte, plus stable. Parce qu'une personne qui sait répondre avec calme transmet de l'autorité, non pas avec des cris, mais avec de la cohérence. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes, tu es ici pour gagner en clarté. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, tu es ici pour ne pas te trahir toi-même. Le calme n'est pas la destination finale, c'est le pont qui te mène à une vie avec moins de drames, moins de regrets et plus de pouvoir. Et ce pont est traversé chaque fois que tu décides de répondre comme quelqu'un qui ne vit plus à partir de l'impulsion,
mais à partir du choix. 5. Entraînez votre sérénité quotidienne. La sérénité n'est pas cet état mystique qui se produit lorsque tout autour de vous est parfait. C'est plutôt comme un muscle qui ne se renforce que sous pression. Pensez à quelqu'un qui apprend à nager, mais pas dans des eaux calmes, mais au milieu d'un courant. S'il attend que tout se calme pour se lancer, il n'apprendra jamais. Il en va de même pour votre esprit. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit en ordre pour pratiquer le calme. Vous devez l'entraîner précisément lorsque le monde tremble. C'est là qu'il se forge, c'est là qu'il devient réel. Beaucoup de gens veulent la paix, mais la cherchent comme quelqu'un qui cherche un repos temporaire. Ils prennent un café, respirent, éteignent leur téléphone portable. Mais quand le premier conflit apparaît, ils éclatent, parce que leur sérénité était en papier, pas en fer. On n'entraîne pas le calme en lisant simplement de belles phrases. On l'entraîne au moment précis où quelque chose vous perturbe et vous choisissez de respirer. On l'entraîne lorsque quelqu'un ne vous respecte pas et vous choisissez de ne pas vous perdre dans la colère. On l'entraîne lorsque la journée devient lourde et que vous restez présent, concentré, ferme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour et reste avec vous. C'est un entraînement quotidien. Comme aller à la salle de sport, mais pour le caractère. Chaque situation difficile est une répétition. Chaque conflit est une charge. Chaque pensée accélérée est une opportunité pour renforcer la respiration, la présence, l'autocontrôle. Et comme tout entraînement, au début, c'est difficile. Il y a des jours où tout semble vous briser, où vous avez l'impression de ne pas avancer, où votre esprit veut s'échapper. Mais si vous ne renoncez pas, le muscle grandit. Votre capacité à rester calme devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler comment réagir. Votre corps et votre esprit le font par instinct parce que vous l'avez déjà entraîné. Le stoïcisme le dit sans fioriture. L'entraînement commence dans l'inconfort. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent que la sérénité leur vienne facilement. Ils veulent obtenir la maîtrise sans discipline. Mais cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans la pratiquer. Vous ne pouvez pas avoir de clarté sans l'entraîner. Vous ne pouvez pas avoir de réponse sage si vous n'avez jamais supporté les questions inconfortables. Vous ne pouvez pas espérer que le feu ne vous brûle pas si vous ne vous en êtes jamais approché avec conscience. La clé est de faire de la sérénité une partie de votre style de vie. Non pas comme quelque chose d'optionnel, mais comme une partie de votre routine mentale. Commencez par des détails. Ne répondez pas immédiatement à ce qui vous perturbe. N'agissez pas sur le premier impulse. Observez votre état interne au réveil. Faites de courtes pauses avant de prendre des décisions importantes. Écrivez comment vous vous êtes senti après une dispute. Soyez conscient de ce qui active vos pensées accélérées. Ce type d'action est ce qui entraîne votre centre. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ou de retraite spirituelle. Vous avez besoin de constance. Vous avez besoin d'intention. Vous avez besoin de vous mettre mal à l'aise consciemment pour grandir. Serein n'est pas celui qui ne ressent rien. Serein est celui qui ressent tout et pourtant décide. Serein est celui qui a la force de rester quand tout lui crie de fuir. Serein est celui qui observe son chaos interne sans laisser ce chaos le conduire. Et cela ne s'improvise pas. Cela s'entraîne, avec des erreurs, avec de la pratique, avec de la répétition. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais vous pouvez décider d'être l'un des rares qui le sont. Ne le faites pas pour les autres. Ne le faites pas pour qu'ils vous voient calme. Faites-le parce que vivre dans la sérénité quotidienne, c'est vivre sans porter de réaction qui vous pèsent ensuite. Faites-le parce que chaque jour où vous entraînez votre centre, vous devenez quelqu'un de plus difficile à briser, plus difficile à provoquer, plus difficile à entraîner vers le superficiel. 6. Reste ferme dans le chaos. Être au milieu d'une tempête ne signifie pas toujours chercher un refuge. Parfois, cela signifie apprendre à marcher sous la pluie sans perdre le rythme. Beaucoup ne connaissent le calme que lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais ce n'est pas de la fermeté, c'est du confort.
La véritable fermeté est la capacité de tenir bon alors que le vent tente de vous faire plier, alors que les opinions vous frappent, alors que les émotions vous poussent vers des décisions qui ne vous représentent pas. C'est là que l'on distingue celui qui se contente de résister de celui qui domine. Le chaos ne va pas disparaître. Les gens ne cesseront pas de vous décevoir. Les situations ne cesseront pas de changer. Les problèmes ne cesseront pas d'apparaître quand vous le souhaitez. Alors, la question est simple. Allez-vous continuer à tomber chaque fois que le monde tremble? Ou allez-vous commencer à construire une base qui ne vacille pas à chaque bruit? La plupart des gens attendent que leur environnement leur apporte la paix pour se sentir en sécurité. Mais celui qui attend cela a déjà perdu. Parce que la vie n'est pas conçue pour s'adapter à votre tranquillité. C'est à vous de décider comment agir lorsque tout ce qui est externe menace de vous arracher le contrôle. La fermeté ne signifie pas la rigidité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, ni de devenir une pierre. Il s'agit de ne pas laisser vos sentiments décider pour vous. C'est la différence entre une montagne et une vague. La vague réagit à tout, change avec le vent, disparaît en quelques secondes. La montagne reste. Elle sait que le climat change, mais elle reste là. Votre esprit doit apprendre à être une montagne, votre caractère aussi. Parce que si vous n'êtes fort que lorsque tout est en votre faveur, alors vous n'êtes pas fort, vous êtes juste à l'aise. La science l'explique par la régulation émotionnelle. Les personnes ayant une grande stabilité émotionnelle ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui gardent leur clarté malgré ce qu'elles ressentent. Leur système nerveux a appris à ne pas paniquer face à l'incertitude. Et ce n'est pas un cadeau génétique, c'est le résultat d'avoir traversé le chaos sans se laisser aller. D'avoir tenu des conversations difficiles sans perdre son calme. D'avoir fait face à des décisions compliquées sans se victimiser. D'avoir été seul sans s'autodétruire. Ce type de fermeté ne s'enseigne pas, il se construit. Un esprit ferme dans le chaos n'a pas besoin d'être agressif. Il n'a pas besoin d'imposer ou de prouver quoi que ce soit. Il parle peu mais avec impact. Il décide lentement mais avec poids. Il se déplace lentement mais avec direction. Et cela déconcerte les autres, car il ne se laisse pas entraîner. Il ne réagit pas comme on s'y attend. Il ne s'effondre pas comme le feraient d'autres. L'environnement peut être en train de s'effondrer, mais vous gardez le même ton, le même regard, la même posture. Cela impose le respect, parce qu'il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être inébranlable. Tout commence dans le quotidien, dans la façon dont vous réagissez lorsque les plans changent, dans la façon dont vous gérez le désordre émotionnel des autres sans l'absorber, dans la façon dont vous tenez votre parole, même si le chemin se complique, dans la façon dont vous maintenez votre énergie lorsque tout semble vous pousser vers la fatigue, le drame, la plainte. Chaque instant est un test, chaque réaction est un choix. Et vous décidez si votre fermeté dépend du climat ou si elle vient de l'intérieur. Lorsque vous développez ce type de présence, vous ne cherchez plus à contrôler le chaos. Vous apprenez simplement à marcher à l'intérieur sans vous perdre. Parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous vous maintenez lorsque cela se produit. Et c'est ce qui vous rend différent, ce qui vous fait ressortir. 7. Remplacez la hâte par la précision. Accélérer sans direction est comme appuyer sur l'accélérateur dans un véhicule sans volant. Vous allez vite, mais nulle part. La hâte a été normalisée comme synonyme de productivité, alors qu'en réalité, c'est une forme d'anxiété socialement acceptée. La plupart des gens ne veulent pas avancer, ils veulent arriver. Et dans cette urgence d'arriver, ils ne comprennent pas où ils sont, ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font. Ils courent simplement, s'épuisent, se frustrent et répètent. C'est ainsi que le sens se perd. C'est ainsi que le contrôle se perd. La hâte n'est pas un outil, c'est un piège. Un esprit qui vit en courant ne s'arrête jamais pour évaluer. Il réagit simplement. Il prend des décisions précipitées, parle sans réfléchir, agit sur l'impulsion. Il ne réfléchit pas, ne remet pas en question, ne corrige pas le cap. Et cette déconnexion coûte cher. Le problème est que l'environnement récompense celui qui semble occupé, pas celui qui avance consciemment. On valorise celui qui répond vite,
pas celui qui répond bien. On applaudit celui qui ne s'arrête pas, même s'il ne sait pas où il va. La précision est le contraire, c'est se déplacer avec intention, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand s'arrêter. C'est cette pause mentale qui vous permet d'observer la carte avant de marcher. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du contrôle. La précision naît lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la vitesse. Lorsque vous comprenez que se déplacer par inertie est équivalent à reculer déguisé en avancement. La science le confirme. Le cerveau sous stress chronique perd sa capacité d'attention, détériore la mémoire de travail et réduit la qualité de la prise de décision. Vivre dans la hâte diminue votre niveau de présence, affaiblit votre pensée critique et bloque votre intuition. C'est comme essayer de résoudre un puzzle pendant que quelqu'un crie à l'oreille. Quel que soit l'effort que vous faites, le bruit vous empêche de voir clairement. Ce bruit, c'est votre hâte. Et aussi justifiable que soit le fait que vous faites beaucoup, si vous le faites sans conscience, vous perdez plus que vous ne le pensez. Changer la hâte pour la précision, c'est changer l'anxiété pour l'intention. C'est comprendre que chaque pas compte et que tous les pas ne doivent pas être rapides. Certains doivent être fermes, d'autres doivent être calculés. Certains doivent être lents, mais tous doivent être conscients. Parce que lorsque vous devenez précis, votre vie commence à avoir du sens. Vous ne faites plus pour faire, vous faites parce que vous savez. Vous savez pourquoi vous êtes où vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites et où cela vous mène. C'est la différence entre être occupé et être en chemin. Pratiquer la précision n'est pas complexe. Il nécessite de petits actes quotidiens. Répondre après avoir réfléchi, pas avant. Planifier avant d'exécuter. Dire moins, mais avec plus d'impact. Revoir vos intentions avant de prendre des décisions importantes. Faire moins de choses, mais avec plus de concentration. Ne pas remplir vos journées de bruit pour vous sentir productif. Vous concentrer sur l'essentiel. Être conscient du prix de la dispersion. Parce que tout ce que vous faites à la hâte finit par coûter plus de temps plus tard. Les personnes qui imposent le plus de respect ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font les choses correctement, avec calme. On le voit à leur ton, à leur posture, à leur regard, à leur capacité à garder le contrôle même dans les moments de pression. Et ce calme ne vient pas du hasard, il vient du fait d'avoir remplacé la hâte par la précision. D'avoir choisi d'agir à partir du centre, pas de l'urgence, arrêter de courir par habitude. 8. Choisis des environnements qui apportent la paix. Marcher pieds nus sur du verre brisé t'apprend rapidement la valeur d'un bon sol. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux avoir de la discipline, du calme, de la clarté, mais si ton environnement est toxique, chaotique ou rempli de bruit inutile, tu finiras inévitablement blessé. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton énergie, façonne tes pensées, façonne même ta façon de respirer. Il ne suffit pas de cultiver la paix intérieure si tu es constamment exposé à des lieux, des personnes ou des habitudes qui sabotent ce travail de l'extérieur. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent garder leur calme sans rien changer autour d'elles. Elles se trompent en pensant qu'elles peuvent évoluer tout en étant entourées de cris, de plaintes, de drames, de comparaisons, d'exigences absurdes ou d'environnements pleins de tensions. Mais tout a un poids. Et être exposé tous les jours à des stimuli qui t'épuisent émotionnellement mine ta présence. Cela te vole ton focus, cela te vole ta clarté. Cela te rend plus irritable, plus distrait, plus faible. Et ensuite, tu te blâmes de ne pas pouvoir maintenir le calme, alors qu'en réalité, tu es constamment poussé vers le déséquilibre. Choisir des environnements qui t'apportent la paix n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que tu n'es pas obligé de vivre au milieu du désordre émotionnel des autres. C'est accepter que le silence n'est pas la solitude, c'est un espace pour écouter ton esprit. C'est valoriser la lumière, l'ordre, la propreté, la musique appropriée, les lieux qui te permettent de respirer profondément et non pas seulement en urgence.
C'est donner à ton système nerveux l'opportunité de se reposer, de se réguler, de ne pas être en mode défense tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, il s'agit aussi de personnes, de conversations, de réseaux sociaux, de ce que tu consommes. Tu es entouré de voix, même si tu ne les vois pas, et chacune de ces voix a une influence. Certaines t'élèvent, d'autres t'épuisent. Certaines t'inspirent, d'autres t'éteignent. Certaines t'invitent à penser clairement, d'autres te remplissent seulement de bruit. Tu as besoin d'avoir le courage de poser des limites, de choisir intentionnellement qui tu permets près de toi, de fermer la porte à ce qui ne s'aligne plus avec la personne que tu travailles à devenir. Même si ton environnement ne peut pas être complètement changé, tu peux modifier la façon dont tu interagis avec lui. Tu peux créer des espaces internes de silence, même s'il y a du bruit à l'extérieur. Tu peux sélectionner ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Tu peux nettoyer ton espace. Tu peux organiser ta journée. Tu peux t'éloigner de ce qui ne s'ajoute pas. Et oui, tout cela coûte. Parce que choisir la paix signifie parfois déranger. Cela signifie dire non. Cela signifie arrêter de s'adapter là où tu t'adaptais toujours. Mais c'est le prix de l'évolution. Tu ne peux pas construire un esprit fort dans un environnement faible. Tu ne peux pas être sélectif avec tes pensées si tu n'es pas sélectif avec ce qui t'entoure. Et tu ne peux pas espérer une clarté mentale si l'endroit où tu vis, travailles ou passes du temps t'entraîne à être en mode alerte. Fais de ton environnement ton allié, pas ton ennemi. Fais en sorte que ce qui t'entoure soit le reflet de ton ordre interne, pas une source constante de tension. Choisir des environnements qui apportent la paix n'est pas un acte de confort, c'est un acte de discipline. C'est choisir ce qui te rend plus stable, plus conscient, plus ferme. Parce qu'une personne qui s'entoure de ce qui la nourrit pense mieux. Il est facile de reconnaître quand une maison est en flammes, mais il est beaucoup plus difficile d'accepter que celui qui met le feu à ta paix est quelqu'un de ta propre famille. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe chaque fois que tu tolères une moquerie qui te humilie, un commentaire qui te minimise ou une manipulation qui te fait te sentir coupable pour des choses qui ne te concernent pas. Ce n'est pas une exagération, c'est de l'usure émotionnelle. C'est une destruction lente. Cette vidéo va droit au but que beaucoup ne veulent pas admettre. Tout n'est pas permis sous prétexte de son du sang. Le sang ne donne pas le droit de te blesser, de franchir tes limites, d'envahir ton esprit, ni de jouer avec ta stabilité. La réalité est dure, mais nécessaire. Si quelque chose brise ton estime de toi, si quelqu'un éteint ta voix, si une relation te vide, il n'y a pas d'amour là. Il y a de la toxicité normalisée. Ici, tu vas entendre ce que presque personne n'ose dire. La véritable force n'est pas dans l'endurance, mais dans le fait de poser des limites sans trembler. Dans le fait de clarifier jusqu'où va ton espace. Dans le fait de ne pas justifier des comportements nuisibles, dans le fait de protéger ta dignité même si l'autre n'aime pas ça. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est de l'action, c'est de l'autocontrôle, c'est avoir le courage de dire « je ne me le permets plus ». Cette vidéo est pour que tu ouvres les yeux, pour que tu comprennes que ta paix vaut plus que n'importe quel lien qui te brise de l'intérieur. Reste jusqu'à la fin. Tu vas entendre ce que tu as besoin d'entendre depuis des années, mais que personne n'a eu le courage de te dire. 1. Ne tolère pas les moqueries déguisées en humour. C'est comme porter une corde attachée à la poitrine pendant que quelqu'un de l'autre côté la tire sans intention de t'aider, mais pour voir jusqu'où tu peux tenir avant de te briser. Chaque tirage semble petit, insignifiant, presque inoffensif, mais avec le temps, il devient une douleur constante, qui te marque, t'use et t'habitue à souffrir en silence. C'est ainsi que fonctionnent les moqueries déguisées en humour. Elles entrent doucement, se maquillent d'affection et deviennent ensuite une forme de contrôle émotionnel qui te fait douter de ta propre valeur. Et le pire, c'est que souvent, elles viennent de personnes proches, des personnes qui devraient prendre soin de toi et non te blesser. Quand quelqu'un se moque de toi et conclut par un « je plaisantais seulement », ce qu'il dit vraiment, c'est « je veux te manquer de respect » sans en affronter les conséquences.
Le véritable humour ne fait jamais mal. Quand ça fait mal, ce n'est pas une blague, c'est une agression douce. Celui qui te fait ça ne cherche pas à rire avec toi, il cherche à te tester. Il cherche à mesurer combien tu peux endurer sans rien dire. Chaque fois que tu restes silencieux, il apprend quelque chose sur toi, qu'il peut continuer à le faire, que tes limites sont fragiles, que ton silence est facile à obtenir. Du point de vue stoïcien, Épictète enseignait que personne ne peut te rabaisser sans ton consentement. Ici, cet enseignement devient brutalement littéral. Chaque moquerie que tu justifies, chaque commentaire que tu minimises, chaque rire forcé pour ne pas déranger est un consentement que tu donnes sans le vouloir. Les moqueries familiales sont les plus dangereuses. Elles se cachent derrière des phrases comme « c'est comme ça ici », « ne sois pas exagéré, tu es toujours sensible ». Mais si tu regardes attentivement, tu te rendras compte que la seule tradition ici est le dommage émotionnel normalisé. Ta première responsabilité est de le reconnaître. Arrête de normaliser ce qui te dérange. Accepte que ce poids sur la poitrine quand quelqu'un plaisante avec toi est ton esprit te disant que tu ne reçois pas d'amour, mais du manque de respect. La deuxième responsabilité est de l'exprimer. Tu n'as pas besoin de crier ou de te justifier. Il suffit de le dire clairement. Ça ne me plaît pas. Ce n'est pas drôle. Je n'accepte pas ça. Ta voix est la frontière qui protège ta dignité. La troisième responsabilité est d'agir. Si la personne insiste, si elle recommence, si elle se moque encore après que tu aies parlé, alors ce n'est plus une erreur, c'est une décision. Et quand quelqu'un décide de te manquer de respect, ton devoir est de mettre de la distance, émotionnelle ou physique. Celui qui t'aime ne te blesse pas pour le plaisir. Il n'utilise pas des blagues pour te rabaisser. Il ne jouit pas de ton inconfort. Les gens sains prennent soin, respectent, écoutent et s'arrêtent quand ils remarquent que ça fait mal. Le reste n'est pas de l'humour, c'est de la violence douce. Ce premier point n'est pas seulement une leçon, c'est un filtre. Un rappel que ta dignité ne se sacrifie pas pour maintenir la paix avec les autres, parce que la paix qui exige ton silence n'est pas la paix. C'est la soumission. Et tu n'es pas né pour supporter, tu es né pour te respecter. 2. Arrêter la manipulation émotionnelle. C'est comme être pris au piège dans une toile d'araignée que vous ne voyez pas au début. Vous ne ressentez qu'une légère traction, une petite pression, quelque chose apparemment inoffensif, mais chaque mouvement que vous faites vous enveloppe davantage. Non pas parce que vous ne pouvez pas sortir, mais parce que quelqu'un a appris exactement quel fil bouger pour que vous vous sentiez coupable, responsable et obligé de porter des émotions qui ne sont ni les vôtres, ni ne vous appartiennent. La manipulation émotionnelle fonctionne ainsi, douce, silencieuse et efficace, conçue pour vous faire sentir mal, de poser des limites, de penser à vous, de dire non. Le manipulateur émotionnel ne crie pas toujours, n'impose pas toujours. Souvent, il parle doucement, agit à partir de la victimisation ou joue l'offensé. Il utilise des phrases précises qui vous déstabilisent. « Si tu m'aimais vraiment, tu me fais te sentir mal. Je ne fais que t'aider. » Des mots qui semblent être de la préoccupation, mais qui cherchent en réalité à contrôler vos décisions. C'est là que vous devez ouvrir les yeux. Car la manipulation émotionnelle n'est pas de l'amour, elle ne l'a jamais été. C'est du contrôle, de l'insécurité et de la dépendance déguisée en affection. Un stoïcien le verrait de face. Sénèque disait que rien n'a servi plus que de livrer nos émotions au jugement d'autrui. Et cette leçon est vitale à ce stade, car chaque fois que vous permettez à quelqu'un de vous manipuler par la culpabilité, vous renoncez à votre liberté intérieure. C'est le véritable coup. Ce n'est pas le malaise du moment, c'est l'usure profonde qui vient après, lorsque vous commencez à vivre pour ne pas décevoir les autres et non pour vous respecter vous-même. La manipulation émotionnelle se reconnaît lorsque vous vous sentez responsable du bonheur d'une autre personne, lorsque l'on vous fait porter le blâme pour des choses que vous n'avez pas faites, lorsque vous avez peur que quelqu'un se mette en colère si vous faites ce qui est juste pour vous.
Si cela vous fait mal de penser à dire ce que vous ressentez, si vous ressentez de la pression pour plaire, si votre tranquillité dépend de l'humeur de quelqu'un d'autre, vous êtes manipulé. La clé est de détecter le modèle. Le manipulateur change le récit pour paraître victime. Tout tourne autour de ses émotions. Si vous êtes fatigué, il est plus fatigué. Si vous avez un problème, le sien est plus grave. Si vous exprimez une limite, il vous accuse d'être froid, égoïste, insensible. Et même si une partie de vous sait que ce n'est pas vrai, vous finissez par céder parce que vous ne voulez pas causer de conflit. Mais c'est là le piège. Le conflit existe déjà, il est juste dirigé contre vous. Alors, que faites-vous? La première chose est de le nommer. D'abord en interne, puis verbalement. Vous devez avoir la clarté de reconnaître quand quelqu'un utilise l'émotion comme outil de contrôle. La deuxième est de ne pas entrer dans le jeu. N'expliquez pas trop, ne justifiez pas, ne vous défendez pas contre des accusations qui n'ont pas de sens. Répondez avec calme, mais fermeté. La manipulation se nourrit de votre réaction émotionnelle. Quand elle ne l'obtient pas, elle perd de sa puissance. La troisième est d'établir une conséquence réelle. Si quelqu'un insiste pour vous manipuler malgré le fait que vous ayez exprimé vos limites, vous devez vous éloigner émotionnellement. Vous n'avez pas l'obligation de guérir quelqu'un ni de porter ses blessures. Vous n'êtes pas ici pour soutenir des vies entières pendant qu'elles détruisent la vôtre. La vérité est simple, celui qui vous manipule ne vous aime pas, il vous utilise. L'amour n'exige pas de sacrifice émotionnel constant. L'amour ne vous fait pas vous sentir coupable d'être vous. L'amour ne vous fait pas marcher avec peur. La manipulation émotionnelle est une prison sans barreaux, mais c'est toujours une prison. Et la liberté commence lorsque vous décidez que vous n'allez plus répondre au chantage déguisé en sensibilité. 3. Éloignez-vous du chaos des autres. Cela ressemble à une tempête que vous n'avez pas convoquée. Vous marchez calmement et soudain quelqu'un arrive avec son nuage noir, son désastre émotionnel, son drame accumulé et prétend que vous soyez parapluie, refuge et sauveur en même temps. Il vous trempe de problèmes qui ne vous appartiennent pas et espère que vous resterez là, recevant des éclairs qui n'étaient jamais destinés à vous. C'est l'effet du chaos des autres. Il consomme votre énergie, distord votre clarté et vous entraîne vers une usure que vous n'avez pas demandée. Il y a des gens qui vivent en conflit permanent. Ils passent d'un problème à un autre, d'une dispute à une autre, d'une crise émotionnelle à la suivante. Ils ne cherchent pas des solutions, ils cherchent des compagnons pour couler. Et vous, parce que vous avez un bon cœur, vous finissez par vous impliquer, essayant de calmer, d'ordonner, d'équilibrer, portant des poids qui n'étaient jamais les vôtres. Mais le chaos des autres est addictif pour celui qui le provoque. Ils ont besoin d'un spectateur, d'un récepteur, de quelqu'un qui absorbe l'impact. Et si vous êtes cette personne, vous commencez à devenir l'éponge émotionnelle qui s'imbibe de tristesse, de colère et de frustration que vous n'avez pas générées. La philosophie stoïcienne est claire sur ce point. Marc Aurèle disait que l'esprit doit rester stable et ferme, comme un rocher qui ne se brise pas face à la marée. Cette stabilité est perdue lorsque vous permettez au chaos des autres d'envahir votre espace intérieur. Le stoïcien ne se déconnecte pas de la douleur des autres par égoïsme, mais par sagesse, parce qu'il comprend que s'il perd son équilibre, il ne peut rien apporter. Et souvent, la meilleure façon d'aider est de garder ses distances. Le chaos des autres se reconnaît par son schéma répétitif. Il y a toujours un nouveau conflit, un problème plus grand que le précédent, une histoire pleine de victimes et de coupables, où le protagoniste n'assume jamais la responsabilité. Vous finissez toujours dans le rôle du soutien émotionnel inconditionnel. Et si vous essayez de vous retirer, on vous accuse d'être froid, distant ou désintéressé. C'est le langage du chaos. Il vous fait vous sentir mal pour vous protéger. Comprendre ce point est crucial. Vous n'êtes pas mauvais pour vous éloigner du désordre émotionnel des autres. Vous n'êtes pas cruel pour prioriser votre paix. Vous n'êtes pas égoïste pour dire « je ne peux pas porter ça ». C'est de la maturité émotionnelle, c'est de la conscience, c'est de l'auto-soin. Parce que personne qui vit dans un état de tempête constante ne peut maintenir des relations saines.
Et vous n'êtes ni le thérapeute, ni le sauveur, ni le champ de bataille où d'autres déchargent leur frustration. Le chaos externe devient le chaos interne lorsque vous décidez de rester. Vous n'avez pas besoin de combattre, de justifier, de convaincre ni d'expliquer. Vous avez juste besoin de partir de là. La distance est un médicament silencieux. Il ne discute pas, n'accuse pas, ne pointe pas. Il vous libère simplement. Il vous rend la clarté, l'énergie, la concentration. Et quand vous retrouvez votre paix, vous réalisez que la plupart du poids que vous portiez n'était même pas le vôtre. S'éloigner ne signifie pas punir, cela signifie vous protéger. Cela signifie reconnaître que tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre esprit, à votre temps, à votre stabilité. Certains cherchent seulement un endroit où décharger leur désordre, et si vous le leur permettez, ils finiront par éteindre votre lumière pendant que vous essayez de soutenir la leur. Ce point est une déclaration de limite invisible mais puissante. Je ne serai le dépotoir émotionnel de personne. Je ne vais pas porter des tempêtes qui ne me concernent pas. Je ne vais pas sacrifier ma paix pour maintenir des liens qui n'existent que lorsque l'autre a besoin de quelque chose. Éloignez-vous du chaos des autres sans culpabilité et sans explication. La paix que vous retrouvez ensuite est le signe le plus clair que vous avez pris la bonne décision. 4. Ne porte pas les fautes des autres. Parfois, la vie ressemble à porter un sac à dos que tu n'as pas emballé toi-même. Quelqu'un d'autre a décidé de le remplir de frustration, d'erreurs, de responsabilités et d'émotions non résolues, puis te l'a accroché dans le dos comme si c'était ton devoir de porter ce poids. Tu marches, tu te fatigues, tu t'épuises, et quand enfin tu te demandes pourquoi tu te sens si lourd, tu découvres qu'une grande partie de cette souffrance ne t'appartient même pas. C'est ainsi que fonctionnent les fautes des autres. Elles entrent sans permission, restent sans raison et te détruisent sans faire de bruit. Il y a des gens qui maîtrisent l'art de tout transformer en ta responsabilité. S'ils commettent une erreur, tu es celui qui aurait dû la prévenir. Si quelque chose tourne mal, tu aurais pu faire plus. S'ils réagissent mal, tu les as provoqués. Et peu à peu, tu commences à douter de toi-même. Tu te demandes si tu as vraiment fait quelque chose de mal. Tu commences à porter des sentiments qui ne sont pas nés en toi, mais qui finissent par gouverner ton esprit. Ce mécanisme n'est pas un hasard. Les gens qui n'assument pas leurs responsabilités ont besoin de chercher des coupables pour ne pas affronter leur propre ombre. Il est plus facile de te pointer du doigt que de se regarder eux-mêmes. Il est plus confortable de t'accuser que d'admettre leurs erreurs. Et si tu permets que cela se répète, tu finis par devenir le réceptacle émotionnel de ceux qui ne veulent pas prendre en charge leur propre vie. La philosophie stoïcienne clarifie ce point. Marc Aurèle disait que chaque personne est responsable uniquement de ses actes, de ses décisions et de son esprit. Tu ne peux pas porter le fardeau de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Tu ne peux pas te responsabiliser pour le manque de discipline, de maturité ou de caractère de quelqu'un d'autre. Ce fardeau ne te concerne pas et ne t'a jamais concerné. Le problème est que beaucoup ont grandi en entendant des phrases conditionnantes. Si tu ne fais pas ça, tu me fais te sentir mal. Regarde comment tu me mets. J'étais heureux jusqu'à ce que tu... Cette programmation émotionnelle t'apprend à croire que ton existence contrôle le bonheur des autres, mais c'est un mensonge dangereux. La vérité est simple. Chaque personne est maître de ses émotions. Chacun décide ce qu'il fait de sa vie. Personne ne peut te tenir responsable de son chaos interne. La première chose à faire pour arrêter de porter les fautes des autres est de reconnaître le schéma. Observe ces situations où tu te sens mal sans raison logique, où on te blâme pour des réactions que tu n'as pas provoquées, où on te fait te sentir responsable de décisions que tu n'as pas prises. Ce malaise est ton signal interne que tu absorbes ce qui n'est pas à toi. La deuxième chose est de mettre des limites émotionnelles. Quand quelqu'un essaie de te transférer sa faute, respire et rappelle-toi, cette émotion ne m'appartient pas. Tu peux le dire clairement. Je comprends comment tu te sens, mais cette responsabilité n'est pas la mienne. Tu n'as pas besoin d'attaquer ou de te défendre excessivement. Tu as juste besoin de clarté.
Les fautes des autres se désintègrent quand tu ne les acceptes pas. La troisième chose est d'arrêter de te transformer en sauveur émotionnel. Tu ne peux pas réparer ceux qui ne veulent pas se réparer. Tu ne peux pas résoudre des problèmes qui ne sont pas nés de toi. Tu ne peux pas vivre en éteignant des feux que d'autres provoquent par leur propre manque de responsabilité. Ta paix mentale vaut plus que toute tentative d'être un héros pour ceux qui ne veulent pas changer. La faute est un outil de contrôle lorsqu'elle est mal utilisée. Elle produit de la soumission, te fait douter, te fait te sentir petit. Mais quand tu commences à rejeter les fautes qui ne sont pas les tiennes, tu retrouves ton autonomie mentale. Tu retrouves ta voix. Tu retrouves ton pouvoir. Ce point est une libération interne. Tu arrêteras de demander pardon pour des choses que tu n'as pas faites. Tu arrêteras de te sentir honteux pour des émotions qui ne sont pas les tiennes. 5. Protège ton chemin de l'envie. Se sentir observé par des yeux envieux, c'est comme marcher sur un sentier tranquille pendant que quelqu'un, caché parmi les arbres, lance de petites pierres dans ton dos. Elles ne te blessent pas gravement, mais elles interrompent ta marche, volent ta concentration et cherchent à te faire douter de ta propre progression. L'envie fonctionne ainsi. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de te détruire d'un coup. Il suffit de semer des doutes, des commentaires passifs-agressifs ou des comparaisons déguisées en inquiétude pour que tu commences à remettre en question ta propre valeur. Il y a des gens qui ne supportent pas de te voir grandir. Non pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce que ton évolution leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé tenter. Ta discipline les dérange, ton amélioration leur fait mal, ta force les agace. Ils n'en parlent pas directement, mais ils l'expriment par des regards, des silences, des blagues empoisonnées et des attitudes qui semblent petites, mais qui portent une vérité profonde. Ils ne célèbrent pas ton chemin, ils le surveillent. L'envie au sein de la famille est encore plus dangereuse. Beaucoup la nient, la dissimulent, la cachent sous des phrases comme « je veux seulement le meilleur pour toi ». Mais quand tu observes attentivement, tu vois comment chaque réussite tienne les temps, chaque progrès les irrite, chaque changement positif suscite des commentaires qui cherchent à minimiser ce que tu fais. Ces personnes ne veulent pas te voir tomber, mais elles ne veulent pas non plus te voir trop haut. Elles ont besoin que tu ne t'éloignes pas de leur niveau, que tu ne te distingues pas trop, que tu ne changes pas la dynamique où elles se sentent le plus à l'aise. Le regard stoïcien nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler l'opinion des autres, mais nous pouvons contrôler ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Épictète disait que ce n'est pas ce qu'on te dit qui t'affecte, mais l'interprétation que tu fais de ces mots. L'envie des autres ne te détruit que si tu la prends pour une vérité. Si tu décides de ne pas lui donner accès à ton identité, elle n'a pas de pouvoir. L'envie est un poison qui ne fonctionne que si tu le bois. La première chose pour te protéger de l'envie est d'identifier les modèles. Ils félicitent avec froideur, ils louent avec réserve, ils demandent tes objectifs, mais seulement pour mesurer si tu vas trop loin. Ils critiquent des décisions qu'ils n'ont jamais eu le courage de prendre. Ils utilisent des phrases comme « Pourquoi tant ? N'est-ce pas trop ? Je ne le ferai pas comme ça ». Et derrière ces mots, il y a un message caché. « Ça me dérange que tu avances ». Ce message est ton signal. La deuxième chose est de marquer une distance émotionnelle. Tu n'as pas besoin de couper complètement la relation, mais tu as besoin d'arrêter de partager ce qui t'importe avec ceux qui ne savent pas le gérer. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes rêves. Tout le monde ne doit pas connaître tes plans. Tout le monde ne peut pas entendre tes progrès. Certains veulent seulement cette information pour se comparer, pas pour te soutenir. La troisième chose est de te concentrer sur ton chemin sans regarder sur les côtés. L'envie des autres perd de sa force quand tu ne réduis pas ta vitesse par peur de déranger. Quand tu avances fermement, calmement, conscient de ton but, les voix extérieures deviennent du bruit. Et tu n'es pas ici pour vivre en fonction du bruit, mais de ta direction interne. Te protéger de l'envie n'est pas être méfiant, c'est être sage. C'est prendre soin de ton esprit, de ta motivation et de ton énergie. C'est comprendre que ta croissance n'est une attaque pour personne. Et si quelqu'un le perçoit ainsi, c'est son problème, pas le tien.
Ton devoir est d'avancer sans culpabilité, suivre ton chemin sans t'excuser, célébrer tes réussites sans baisser les yeux. Ce point est une affirmation de pouvoir. Je ne vais pas freiner pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Je ne vais pas cacher mes progrès pour protéger les insécurités des autres. Je ne vais pas permettre que l'envie des autres détermine ma vitesse. 6. Défends fermement tes limites. Poser des limites ressemble à construire une porte au milieu d'un chemin que tout le monde avait l'habitude de traverser sans permission. Au début, personne ne la respecte. Certains essaient de la pousser, d'autres sont contrariés parce qu'ils doivent maintenant frapper avant d'entrer, et d'autres te traitent carrément d'exagéré pour avoir décidé de protéger ton espace. Mais avec le temps, tu comprends quelque chose d'essentiel. La porte n'est pas là pour que le monde change. Elle est là pour que tu ne laisses plus jamais n'importe qui marcher sur ta paix. Les limites ne sont pas une agression. Elles ne sont pas une distance injustifiée. Elles ne sont pas de la froideur. Elles sont la carte qui définit jusqu'où tu permets aux autres d'aller. Elles sont la façon la plus sincère de dire « c'est moi, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que je n'accepterai pas ». Et celui qui est contrarié par cette clarté démontre quelque chose de simple. Il profitait de ton absence de limites. Dans la vie réelle, la plupart des gens ne franchissent pas tes limites par accident. Ils le font parce que cela les arrange. Parce qu'il leur est utile que tu dises toujours oui, que tu sois toujours disponible, que tu portes plus que ce qui te revient, que tu restes silencieux quand tu es mal à l'aise, que tu acceptes des plaisanteries, des manipulations, des pressions ou des attitudes qui te blessent. Quand tu oses enfin dire non, le premier impact n'est pas externe, mais interne. Peur, doute, insécurité. Tu te demandes si tu en fais trop, si tu vas blesser quelqu'un, si tu es méchant. Mais ce malaise fait partie du processus. C'est le muscle émotionnel qui se renforce. La philosophie stoïcienne l'explique clairement. Épictète affirmait que personne ne peut contrôler ton esprit, tes décisions ou ton calme, à moins que tu ne le permettes. Les limites sont précisément cette frontière mentale où tu décides ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Tu ne peux pas vivre en paix si tu n'établis pas de barrières fermes. Tu ne peux pas être fort si tu permets à n'importe qui de définir ton énergie. Tu ne peux pas avoir de clarté si ta vie est remplie de personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Défendre tes limites ne signifie pas toujours discuter. Parfois, cela signifie le silence. D'autres fois, la distance. Parfois, c'est simplement agir différemment. Tu n'as pas besoin de donner des explications détaillées. Tu n'as pas besoin de convaincre personne. Tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de te protéger. La limite est claire quand tu la maintiens, pas quand tu l'expliques. Le problème est que ceux qui profitaient de ton absence de limite essaieront de te ramener à cet état. Ils utiliseront la culpabilité, le drame, la victimisation, la colère ou le sarcasme pour te faire reculer. Ils te diront que tu as changé, que tu es distant, que tu es devenu étrange, alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est arrêter de tolérer ce qui te blessait. Cette résistance de l'autre n'est pas un signe que tu as tort. C'est un signe que tu fais enfin ce qui est juste. La première chose à faire pour renforcer tes limites est de reconnaître où elles sont brisées. Qui te met sous pression? Qui te met mal à l'aise? Qui franchit tes espaces? Qui te fait te sentir obligé? Ce malaise est ta boussole interne. Si une personne ne respecte pas ton temps, tes émotions ou tes décisions, elle mérite une limite claire. La deuxième chose est de la maintenir sans reculer. Il ne sert à rien de dire non si tu cèdes ensuite par peur du conflit. La fermeté n'est pas de crier, c'est de maintenir ta décision même quand l'autre n'aime pas. La troisième chose est de comprendre que les bonnes limites attirent les bonnes personnes. Les personnes saines te respectent davantage quand elles voient que tu te respectes. Celui qui s'éloigne parce que tu as posé une limite n'a pas perdu un lien, il a révélé sa véritable intention. Ce point est un rappel de la force personnelle. Ta vie n'est pas un terrain ouvert pour que n'importe qui entre et fasse ce qu'il veut. 7. Lâchez les relations qui vous épuisent. Se sentir épuisé par quelqu'un, c'est comme avoir un verre plein d'eau claire et permettre goutte à goutte
à quelqu'un d'autre de verser un liquide sombre à l'intérieur. Au début, on ne le remarque pas. Vous pensez que vous êtes toujours le même, que vous allez bien, que vous pouvez tout gérer. Mais un jour, vous regardez le verre et vous ne reconnaissez plus la transparence qu'il y avait auparavant. C'est ce qui se passe lorsque vous maintenez des liens qui consomment votre énergie, votre paix et votre stabilité. Vous ne les voyez pas vous détruire d'un coup. Ils vous épuisent lentement, presque sans que vous le remarquiez, jusqu'à ce que vous soyez vide. Les relations qui épuisent sont celles où vous donnez de la tranquillité et recevez du chaos. Vous donnez de la compréhension et recevez de l'indifférence. Vous donnez du soutien et recevez des exigences. Vous donnez de la présence et recevez des absences. Parfois, elles se déguisent en amitié, en famille, en couple, en habitude. Mais si vous observez avec sincérité, vous remarquerez le schéma. Vous vous sentez épuisé après les avoir vus, confus après leur avoir parlé, tendu chaque fois que leur message sonne. Ce n'est pas une intuition exagérée, c'est votre corps qui vous avertit que ce lien n'est plus sain. Beaucoup de gens confondent la loyauté avec le sacrifice. Ils pensent qu'ils doivent rester, endurer, soutenir, se battre pour la relation, même lorsque la relation n'existe plus que parce que vous la maintenez en vie. Mais une vérité dure et nécessaire est celle-ci. Si vous retirez votre énergie et que le lien s'effondre, alors ce n'était jamais une relation, c'était une dépendance déguisée. La vision stoïcienne est frappante. Sénèque disait qu'aucune personne sensée ne donne son âme à l'usure de celui qui n'apporte rien à sa vie. Un lien qui vous épuise n'est pas un accident, c'est une conséquence de vos limites trop flexibles, de votre peur de vous éloigner, de votre habitude de mettre les autres avant vous. Changer cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autocontrôle. Les relations qui épuisent partagent certains signes. D'abord, elles vous font vous sentir coupable lorsque vous décidez de vous mettre en premier. Deuxièmement, elles minimisent vos besoins mais exagèrent les leurs. Troisièmement, elles ne vous cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Quatrièmement, elles disparaissent lorsque vous êtes celui qui a besoin de soutien. Cinquièmement, elles sont toujours en crise, ont toujours besoin d'être sauvées, attendent toujours que vous soyez la corde à laquelle elles s'accrochent. Et pendant que vous essayez de les soutenir, elles ne vous soutiennent jamais. Le problème est que l'on s'habitue à ces dynamiques. Vous pensez que c'est normal de se sentir fatigué. Vous pensez que c'est une partie de la relation de se sentir insécurisé, tendu ou épuisé. Vous pensez que c'est comme ça. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'usure émotionnelle déguisée en lien. Lâchez ce qui vous épuise. Oui, ça fait peur. Oui, ça dérange. Oui, ça fait mal. Mais rester fait plus mal. Rester vous vole la clarté, vous enlève de l'énergie, vous déconnecte de votre but. S'éloigner ne fait pas de vous une personne froide, cela fait de vous une personne saine. Parce qu'une relation saine ne vous demande pas de vous abandonner pour que l'autre se sente bien. Une relation saine ajoute, elle ne soustrait pas. La première chose est d'identifier quel lien vous épuise. La deuxième est d'accepter que vous ne pouvez pas réparer celui qui ne veut pas se réparer. La troisième est de faire un pas en arrière, sans culpabilité, sans longues explications, sans justifier votre besoin de paix. La distance ne s'annonce pas toujours. Souvent, elle se prend simplement. Et ne vous y trompez pas, lâcher prise n'est pas de la haine, c'est du respect de soi. Lâcher prise n'est pas une punition, c'est une protection. Lâcher prise n'est pas fermer son cœur, c'est choisir qui mérite d'y entrer. Les personnes qui vous apprécient vraiment ne vous épuisent pas. Elles vous élèvent, vous accompagnent, vous écoutent. Les autres, celles qui ne prennent que, celles qui usent, celles qui exigent sans donner, celles qui consomment sans construire, ne doivent pas occuper une place dans votre vie. 8. Mets ta dignité en premier. La dignité est ce sol solide sous tes pieds qui a toujours été là, mais qui peu à peu se remplit de fissures lorsque tu permets aux autres de te piétiner. Imagine-toi marcher sur ce même sol chaque jour, mais remarquez qu'avec chaque commentaire blessant, chaque manque de respect, chaque fois que tu te trahis toi-même,
le terrain s'affaiblit un peu plus. Lorsque le sol finit par se briser, ils ne seront pas complètement à ce moment-là. Il se brise parce que tu l'as laissé se fracturer pendant des années. C'est ainsi que fonctionne la dignité. Elle ne se perd pas d'un coup. Elle s'use lentement lorsque tu ne la mets pas en premier. Mettre ta dignité en premier n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté, ce n'est pas de la froideur. C'est prendre soin de soi en profondeur. C'est comprendre que personne, absolument personne, ne mérite que tu te rétrécisses pour correspondre aux attentes des autres, que tu te taises pour ne pas déranger, que tu te trahisses toi-même pour maintenir des liens qui ne fonctionnent que si tu deviens petit. La dignité n'est pas un concept abstrait, c'est un choix quotidien. Elle est dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu es traité, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu ne tolères pas et dans la façon dont tu réagis lorsque quelqu'un franchit une limite. La raison pour laquelle tant de gens perdent leur dignité est simple, la peur. Peur d'être seul, peur de décevoir, peur que les autres se mettent en colère, peur de paraître trop dur. Cette peur te force à céder, à flexibiliser ta valeur, à justifier l'injustifiable. Et chaque fois que tu choisis de plaire plutôt que de te respecter, ta dignité recule d'un pas. La philosophie stoïcienne est catégorique à ce sujet. Marc Aurèle répétait que personne ne peut te retirer ta valeur interne si tu ne la donnes pas d'abord. La dignité n'est pas négociable parce qu'elle est la racine de ton identité, de ta clarté et de ta paix. Si tu te plies sous la pression émotionnelle, sociale ou familiale, tu renonces à la seule partie de toi qui n'aurait jamais dû être touchée. Mettre ta dignité en premier implique des décisions inconfortables. Cela implique de dire non quand tu avais l'habitude de dire oui. Cela implique de t'éloigner quand avant tu restais. Cela implique de parler même si tes paroles dérangent. Cela implique de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire « Je ne vais pas me trahir juste pour que tu sois à l'aise ». Il ne s'agit pas d'être agressif, il s'agit d'être intègre. Ceux qui se fâchent quand tu mets ta dignité en premier ne t'aiment pas. Ils ont besoin que tu sois soumis. Ils ont besoin que tu sois malléable pour continuer à manipuler, à contrôler, à exiger ou à épuiser. Lorsque tu t'affirmes, lorsque tu dis stop, lorsque tu décides de te respecter, ces personnes sont mal à l'aise parce qu'elles perdent du pouvoir. Mais ce malaise est la preuve que tu récupères ta valeur et non que tu agis mal. La première chose à faire pour mettre ta dignité en premier est de reconnaître où tu l'as perdue. À quel moment as-tu accepté les humiliations? Dans quelle situation as-tu laissé les gens te parler mal? Combien de fois as-tu souri alors que tu voulais t'éloigner? Combien de fois as-tu dit « ça ne fait rien » alors que ça comptait pour toi? Cette reconnaissance n'est pas une punition. C'est une porte pour retrouver ta force. La deuxième chose est de prendre des décisions cohérentes. La dignité ne se maintient pas avec des mots, elle se maintient avec des actions. Si tu dis que tu ne toléreras pas quelque chose, tu dois le soutenir. Si tu dis que tu mérites d'être traité avec respect, tu dois agir en conséquence. Si tu dis que tu vas protéger ta paix, tu ne peux pas rester là où on la détruit. La troisième chose est d'arrêter de se justifier. Ta dignité n'a pas besoin d'être expliquée. Celui qui te respecte le comprend sans que tu aies à en dire trop. Celui qui proteste montre ses véritables intentions. Tu n'es pas obligé de convaincre quelqu'un de pourquoi tu te choisis toi-même. Te choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. Ce point est une déclaration définitive. Ta dignité est la ligne que personne ne franchit.